La gangrène. La Méditerranée traverse la France comme la Seine traverse Paris. Déclaré en juin 1958, le général Salan, dans une proclamation qui sonnait comme un défi et comme un programme. L'Algérie n'était pas la France, mais la France. Ne risquait-elle pas de devenir une seconde Algérie, c'est-à-dire le terrain expérimental d'une police, éventuellement d'une armée, décidée à employer tous les moyens, torture comprise, pour atteindre leur but? C'est ce que beaucoup de Français craignaient à chaque tentative de coup d'État, à chaque putsch. En fait, la France s'algérianisait imperceptiblement chaque jour. Mais les situations de départ sont complètement différentes. La structure de la société française n'est pas de type colonial. En France, les musulmans ne constituent pas une majorité rurale, mais une minorité ouvrière. 300 000 Algériens au moins occupent dans l'industrie les emplois les moins qualifiés et les plus mal payés. Ils forment dans la société française un monde à part. Ils se différencient à tel point que France Fanon, qui soigna beaucoup d'Algériens, pouvait parler dès 1952 d'un syndrome nord-africain. Ces paysans transplantés ne sont pas, à de rares exceptions près, intégrés à la société française. S'ils ont profité de l'expérience du mouvement ouvrier français, le nationalisme algérien actuel est né en partie au sein de la colonie algérienne en France. L'idéologie révolutionnaire nationaliste ne commence à devenir un fait concret qu'une fois reprise et adoptée par les paysans du bled. Déjà avant 1954, des rapports d'un type particulier s'établissent entre la police et les Algériens. On pourrait les comparer aux rapports existants entre policiers et délinquants de droit commun. À cette différence près qu'entre ces deux derniers groupes, il existe parfois un langage commun. Dès qu'un crime est commis dans des circonstances un peu particulières, par exemple si la victime est un enfant, il est attribué aux Nord-Africains qui rôdaient dans les parages. La presse s'agite, les bidonvilles sont systématiquement ratissés. D'autre part, il est vrai que les Algériens, exactement comme les prolétaires qui arrivaient des campagnes au XIXe siècle, constituent une classe dangereuse. Avant la guerre de 1939, la préfecture de police avait créé une brigade nord-africaine, composée surtout d'Algériens chargés de surveiller leurs compatriotes. Pour donner une idée des méthodes de travail de cette brigade, il suffira de signaler qu'elle fournit un abondant personnel à la Gestapo. La répression prenait aussi des formes politiques. Le 14 juillet 1953, le classique défilé du mouvement ouvrier parisien a lieu, de la Bastille à la Nation. Des Algériens ferment la marche, brandissant le drapeau nationaliste et scandant des slogans du MTLD, le mouvement pour le triomphe des libertés démocratiques de Messali Hadj. La police ouvre le feu, 7 morts, 6 Algériens et par erreur un Français. Les organisations syndicales attribuent au moins une partie de la responsabilité aux Algériens. Cela en dit long sur l'état d'isolement dans lequel ils se trouvaient en France. Pour des raisons étrangères au problème algérien, la police parisienne est l'objet d'une profonde réorganisation lorsque Jean Baillot devient préfet de police. Cet ancien préfet socialiste de Marseille, anticommuniste, fanatique, soutenu par les différents ministres de l'Intérieur, particulièrement par Martineau Desplat, travaille jusqu'à son renvoi par Mitterrand en 1954 à faire de la police parisienne une véritable force de répression, particulièrement dirigée contre le Parti communiste, mais capable de lutter également contre d'autres adversaires. Sous Jean Baillot sont créées les compagnies d'intervention, une par arrondissement et par commune de banlieue. Elles sont dotées de bidules, longs bâtons, capables d'assommer un homme. C'est le moment où l'on commence également
a armé les agents des différents instruments contondants, comme les nerfs de bœuf et les tuyaux de caoutchouc lestés de plomb. On est bien loin du bâton blanc et de la pèlerine aux ourlets plombés dont la police se contentait autrefois pour disperser les manifestants. Le travail de cette police rénovée n'exclut pas l'activité secrète. Vers la fin de la guerre d'Indochine, à l'occasion d'une fuite entre guillemets de documents au Conseil supérieur de la défense nationale, le public apprend qu'il existe à la préfecture de police un réseau spécial anticommuniste, dirigé par le commissaire Dides, dont le bras droit est un certain Charles Delarue, ancien bagnard, condamné à 20 ans de travaux forcés pour complicité avec la Gestapo, qui n'hésitait pas à fabriquer les faux les plus grossiers pour nuire aux hommes politiques indésirables. C'est de là qu'est sorti, par exemple, le procès-verbal d'une réunion du comité central du Parti communiste, selon lequel il apparaissait clairement que les communistes étaient informés directement par leurs agents, entre parenthèses, le président du Conseil Pierre Mendès France. Jean Dides fut renvoyé pour devenir plus tard député et conseiller municipal de Paris, mais le réseau Dides resta en place. Et ces techniques secrètes à l'emploi de la torture, il n'y a qu'un pas. Mais les méthodes scientifiques, entre parenthèses, ne furent pas importées directement d'Algérie. Lorsque la guerre éclata en Algérie, le FLN, qui avait lancé l'insurrection, était pratiquement inexistant en France, où les ouvriers algériens étaient en général partisans de Messali Hadj. La Fédération de France du FLN essaya d'éviter toute heurts immédiat avec les autorités françaises et se consacra à la conquête, lente, difficile, marquée par des incidents sanglants et des meurtres, de la majorité au sein du prolétariat algérien en France et à la collecte des fonds destinés à soutenir l'effort de guerre. C'est seulement en août 1958, et pendant peu de temps, qu'eurent lieu des opérations à caractère militaire, comme les attaques de dépôts de carburant. À notre connaissance, la torture par l'eau et l'électricité n'apparut en France qu'en septembre 1957. Jean Marais venait de quitter la direction de la Sûreté nationale et son successeur, Jean Verdier, était décidé à soutenir ses subordonnés, parmi lesquels se trouvaient maintenant de nombreux politiciens, ou plutôt des policiers, rapatriés d'Afrique du Nord. En 1958, Maurice Papon, ancien préfet de la région de Constantine, devenait préfet de police. C'est à Lyon, dans le commissariat de la rue Vauban, que l'on commença à appliquer ce qu'un inspecteur de police appela la méthode algérienne. Dès lors à Paris, comme en banlieue et en province, d'abord d'une manière sporadique, les techniciens de la torture se mirent à remplacer les policiers encore fidèles aux méthodes traditionnelles. Les faits les plus graves se produisirent après les attentats algériens d'août 1958. Le 8 septembre, 2 avocats algériens, maître Ould Aoudia et maître Vergès, signalent à Malraux, lequel avait déclaré qu'aucun cas de torture ne se produirait plus, que 2 Algériens ont été torturés, l'un à Argenteuil, l'autre à Versailles. Tous deux portent des traces visibles des tortures subies, et l'un avait même dû être opéré pour éclatement de la rate. Malraux venait de proposer aux 3 prix Nobel de littérature, Mauriac, Camus et Martin Dugard, de se rendre en Algérie pour constater la disparition de la torture. Maître Vergès et Ould Aoudia lui proposaient plus simplement de visiter la prison de Versailles et le commissariat d'Argenteuil. Mais l'affaire la plus caractéristique, par les réactions qu'elle provoqua, fut celle dite du Prado, à Lyon. Au mois d'octobre 1958, plusieurs Algériens furent arrêtés, et leurs déclarations à la police mirent en cause 3 prêtres d'une institution religieuse connue sous le nom de Centre du Prado,
est chargé par l'Église d'apporter une aide matérielle et spirituelle aux musulmans de la région lyonnaise. 2 des 3 prêtres furent inculpés. Le cardinal Gerlier, archevêque de Lyon, intervint alors pour déclarer que les accusations portées contre ses subordonnés étaient fausses. Il déclara: « Pour étayer ces accusations, certains membres de la police, je dis certains membres, n'auraient pas hésité à faire souscrire aux suspects musulmans des déclarations dont le caractère mensonger est aisé à discerner. Pour y parvenir, ils n'auraient pas reculé devant l'emploi de la violence et des sévices les plus graves en même temps que les plus attentatoires. Je me crois en droit d'affirmer que tel de ceux qui ont subi ces traitements a été mis dans un état physique ou moral grave. » Le ministre de l'Intérieur répondit en rappelant les consignes permanentes du FLN, qui fait l'obligation à ses membres de déclarer devant la justice qu'ils ont été l'objet de sévices et que, par suite, leurs aveux sont dénués de valeur. Malheureusement pour le ministre, 4 Algériens seulement sur 14 arrêtés avaient dénoncé de tels faits. La polémique se déchaîne. Louis Thomas, activiste qui agissait en étroite collaboration avec le gouverneur militaire de Lyon et qui sera 3 ans plus tard arrêté pour l'assassinat d'un Algérien, accusa le Parti communiste de mobiliser la charité au service de l'assassinat. L'affaire se termina par un incident et un compromis typique. Le procureur de la République reconnut publiquement que, s'il convient d'écarter le gros mot de torture, des violences avaient été exercées sur 2 des Algériens. Il fut mis aussitôt à la retraite anticipée. La police continua à soutenir qu'aucune violence n'avait été commise. Le cardinal Gerlier fit de majestueuses déclarations, proclama son respect pour la police et ne publia jamais la documentation qu'il possédait concernant les méthodes en honneur au commissariat de la rue Vauban. Les 2 prêtres inculpés ne furent plus inquiétés. Un compromis avait rétabli la paix aux dépens de la vérité. Le système se développait depuis de longs mois totalement en marge de la légalité. Pour obéir à la raison d'État, comme dit l'un d'eux, et avec le consentement de leur supérieur, les policiers retiennent les Algériens arrêtés beaucoup plus que 24 heures, autorisées par la loi. Bientôt, ils n'ont même plus besoin de violer celle-ci. Une ordonnance du 7 octobre leur permet, à Paris comme à Alger, de demander l'assignation à résidence des individus suspects. Et il est entendu qu'ils sont assignés à résidence dans les locaux de la police. Ils sont ainsi à l'entière disposition de ceux qui les interrogent et qui peuvent attendre avant de les montrer au juge qu'ils soient redevenus, entre parenthèses, présentables. On eut aussitôt une impressionnante démonstration des conséquences de ces de ces assignations à résidence. Entre parenthèses. Un groupe d'étudiants algériens furent arrêtés en décembre 1958. Ils furent assignés à résidence, entre parenthèses, dans les locaux de la DST, de la rue des Saussets, à quelques pas de l'Élysée. Presque tous furent atrocement torturés, à ce point que le juge d'instruction dut se rendre à l'hôpital pour inculper certains d'entre eux. Les victimes déposèrent une plainte, firent des récits minutieux, plus tard publiés par les éditions de Minuit sous le titre « La gangrène ». Ce qui frappe quand on lit ces rapports, c'est moins peut-être la barbarie des méthodes employées que la tranquille assurance des policiers, la certitude qu'ils ont de leur impunité. On emmerde la commission de sauvegarde, dit l'un d'eux. Chaque fois qu'il y a une plainte contre nous, le patron nous donne de l'avancement. La gangrène fut saisie. Michel Debré déclara publiquement au Sénat que ce livre infâme
avait été écrit par 2 auteurs infâmes stipendiés par le Parti communiste, et qu'il s'agissait d'une affabulation totale. Mais le procès intenté à l'éditeur ne vint jamais à l'audience. D'autres membres du gouvernement durent avoir une réaction différente de celle du Premier ministre, car pendant un certain temps, la torture ne fut plus pratiquée à Paris. La France n'était pas encore l'Algérie, mais la vérité des faits rapportés dans la gangrène ne fut jamais reconnue. Simplement, l'ordre de saisie du livre fut levé. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.